Stéphane Carpentier. RTL Matin jusqu'à 9h15. 8h42, bon réveil à vous tous, c'est RTL Matin face à l'actualité. Et l'actualité, c'est l'Iran et bien des questions sur la situation concrète dans le pays. La répression massive contre les manifestants, des milliers de morts, mais combien vraiment? Des milliers de blessés et d'habitants arrêtés. Bien des interrogations aussi sur le bras de fer avec les États-Unis. Une potentielle escalade militaire, une attaque américaine, des ripostes iraniennes. Tout semble possible, tout dépend en fait de Donald Trump, le patron de la Maison-Blanche, qui assurait hier que Téhéran veut conclure un accord avec Washington, que l'Iran se dit prêt à renouer le dialogue sur le nucléaire. L'Iran, le présent et le futur, on va aller plus loin ce matin pour mesurer la situation et la comprendre avec l'invité de RTL en direct, spécialiste de l'Iran, franco-iranienne, experte en politique internationale. Bonjour Maneli Mirkan. Bonjour. Merci à vous d'être là en studio et en direct. Vous êtes cofondatrice de l'association indépendante Dorna en soutien au peuple iranien. D'abord, qu'est-ce que vous savez de la situation dans le pays, à Téhéran, sur tous ces morts, sur tous ces blessés et tous ces habitants arrêtés? Écoutez, nous sommes en lien permanent avec l'intérieur. Alors, les informations nous parviennent de manière très fragmentée. Évidemment, l'accès à Internet et la communication est très difficile, mais nous sommes en lien. Ce qu'on perçoit de l'intérieur, c'est que la société civile, les gens sont dans un état de choc permanent. Ils nous disent en fait qu'on est loin d'imaginer l'horreur, on est loin d'avoir les bons chiffres en fait, ne serait-ce que les bons chiffres, parce que les récits qui circulent de l'intérieur, les images qu'ils ont vues et l'ampleur du massacre est sans précédent. Ils évoquent aussi des questions très très légitimes. Où sont les corps des femmes en fait? Toutes les images qui nous parviennent montrent des hommes. Où sont les femmes? Où sont les enfants? On commence à avoir des familles qui s'expriment, des familles des victimes qui nous envoient des images de ceux qui sont décédés. Et puis la question sur deux autres questions très importantes, le nombre des arrêtés. Il y a des dizaines de milliers de personnes dont on n'a pas de nouvelles. On ne sait même pas s'ils sont arrêtés ou tués. Où sont-ils? Il y a une peur permanente que le régime les utilise comme bouclier humain. Et puis, il y a le nombre des arrestations des personnels médicaux qui augmente vraiment et qui est très inquiétant parce que pour soigner les blessés... Ça fait 3 semaines qu'on dit qu'il n'y a pas Internet sur place ou que ça tourne au ralenti, que les téléphones sont sur écoute. C'est imprudent de vous demander comment vous avez ces infos-là, comment ça vous parvient, vous, quels sont vos contacts, comment vous communiquez avec eux? Alors, c'est exactement ça. Quels sont les contacts? Évidemment que je peux pas l'évoquer. On est en contact avec les figures de l'opposition et de la résistance à l'intérieur. Énormément de personnes qui essayent tant bien que mal de collaborer, de ramener les récits, de témoigner. Ensuite, évidemment, l'accès est très compliqué. C'est-à-dire que on peut pas communiquer facilement en utilisant l'accès Internet. Et puis surtout, sous surveillance. On lit entre les lignes. Ils ne peuvent pas tout dire. Ils ne peuvent pas... Hier, une des figures de la résistance me disait on ne peut même pas tweeter qu'on déplore la mort d'un proche, en fait. On est tout de suite arrêté et c'est très compliqué. La pression sécuritaire est très très compliquée sur eux. Il n'y a plus d'école sur place actuellement. Je crois que les universités sont fermées également. On est dans un état de suspens. Que les manifestants ils seront même traqués jusque dans les hôpitaux. Que même ceux qui sont blessés, ils n'osent pas aller dans les hôpitaux parce qu'ils se sentent en danger. C'est ça? Tout à fait. Ça, on l'avait même connu dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté. On avait essayé de prévoir et de construire. Il y a beaucoup d'associations qui ont œuvré pour ça. Des hôpitaux clandestins sur place pour pouvoir soigner. Mais aujourd'hui, même en soignant dans des hôpitaux de clandestins, dans les maisons, les personnels qui s'apprêtent, donc les médecins et les infirmiers, sont arrêtés derrière par les services de sécurité. Donc c'est très très compliqué de faire soigner. Je disais tout à l'heure des milliers de morts. Est-ce que vous avez un chiffre? Alors, on parle de plus de 30 000 aujourd'hui, mais c'est très très compliqué d'avoir un chiffre précis parce que c'est la compilation de beaucoup d'informations qui nous parviennent de différentes villes, de différents hôpitaux, de différents médecins. Donc c'est très compliqué, c'est un travail qui va prendre du temps. Est-ce que vous pensez que tout espoir de soulèvement populaire a été anéanti par cette répression sanglante-là? Que le peuple a déjà perdu? La question courte est non. Mais la question un peu plus élaborée, la réponse un peu plus élaborée, c'est la société est dans un état de choc indéniable et on mettra du temps à réaliser où on en est. Par contre, disons la lucidité suffisante
de regarder l'état international et de savoir qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas sans attaque américaine. Et ils nous disent eux-mêmes, ça ne peut pas revenir en arrière, il ne peut pas y avoir une normalisation. Donc en disant ça, il y a effectivement le sous-jacent qui est un soulèvement. Maneli Mirkan, vous êtes experte en politique internationale. Vous écoutez évidemment toutes les phrases de Donald Trump, le patron de la Maison-Blanche, qui s'adresse régulièrement au monde entier concernant ce dossier iranien. Là, aujourd'hui, il nous dit que Téhéran serait prêt à dialoguer, notamment sur la question du nucléaire. Est-ce que vous imaginez à un moment que, justement, ceux qui sont en place sont prêts au dialogue ? Alors, ils l'ont annoncé eux-mêmes. Juste après Trump, ils ont annoncé qu'ils ne seraient pas... Il n'y a aucune négociation envisageable et envisagée aujourd'hui. La question du nucléaire est très identitaire pour le régime iranien. S'ils acceptent de céder sur le nucléaire, ils signent leur arrêt de mort. Donc, on n'imagine pas, personne n'imagine qu'il peut y avoir négociation. Et quand bien même on aurait pu l'imaginer avant le massacre qui a eu lieu. Aujourd'hui, je pense que ce que nous, on se dit, les Américains le savent très bien, si la société n'acceptera pas une normalisation. Donc, si c'est non du côté de Téhéran, ça veut dire quoi ? Que les Américains, ils vont y aller en force ? Alors, les Américains n'ont pas d'autre choix. Moi, mon analyse, c'est que on est aujourd'hui dans un impasse où il n'y a pas d'autre voie de sortie que d'avoir une intervention militaire. Après, la forme, quel objectif on a de ces interventions, toutes les options, je pense, sont sur la table. Il y a aussi le rôle des pays aux alentours, qui au départ étaient très hostiles à des frappes américaines. Et hier, on a eu le ministre des Affaires étrangères saoudien qui se rend aux États-Unis et qui soutient le fait qu'il faut attaquer, on ne peut pas revenir en arrière. Je pense que vraiment, on a passé un point de bascule, on est allé trop loin dans un camp ou dans un autre. On est allé trop loin pour pouvoir revenir en arrière. S'il y a offensive américaine, va y avoir riposte iranienne ? Alors, ils ont les moyens de riposter ou pas ? Beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que quand il y avait les proxys, encore le Hezbollah, les Houthis, le Hamas, etc., il y avait toujours ces menaces qui étaient crédibles. Aujourd'hui, on constate hier, il y a eu encore une dizaine de frappes israéliennes sur le Hezbollah. Les bras armés iraniens sont inoffensifs. Par contre, effectivement, les ripostes par des missiles est toujours envisagée. Et c'est là le grand risque, en fait, pour les Américains. Je pense que leur stratégie face à ça, c'est d'une part déjà qu'ils savent que les Iraniens sont plus forts en attaque qu'en défense. Ils n'ont pas de capacité défensive. Donc, en fait, on pourrait contrer leur capacité d'attaque de manière préventive. Et puis après, c'est la manière dont ils ont embarqué la région et encerclé l'Iran pour justement limiter les dégâts. Après cette analyse de terrain très concrète et géopolitique, est-ce que je peux demander à la femme que vous êtes, à la franco-iranienne, comment vous vivez cette situation, en quelques mots ? Alors, une mobilisation pratiquement permanente sur le sujet. Évidemment, des risques aussi liés à cette mobilisation personnelle, des menaces qui pèsent sur nous. Mais si vous voulez, c'est une situation qu'on vit parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Et ce bout de l'exercice, comme je l'évoquais, ce n'est pas de savoir si les Américains attaquent ou pas. C'est de savoir, nous, qu'est-ce qu'on fait, comment on bâtit cette coalition qui est très, très nécessaire pour pouvoir assurer une stabilité qui est nécessaire à tout le monde, y compris la communauté internationale et les Iraniens. Merci.